en fait que j'ai un vrai biais quelque part sur le non-coté, parce que je viens moi-même de l'entrepreneuriat, j'ai créé ma boîte, je l'ai vendue, j'ai rendu l'argent à mes actionnaires avec un très beau multiple notamment pour ceux de la première heure, mes friends and family, mais aussi pour ceux de la série A. Et donc j'ai un peu ce biais de penser que le non-coté, ça se passe à peu près tout le temps comme ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. Avant de poursuivre cet épisode, je voudrais vous présenter Sapiens, qui est à l'origine du podcast Just Focus. Sapiens, c'est un family office nouvelle génération qui permet à ses investisseurs d'avoir accès à la fois à du conseil patrimonial personnalisé, et notamment au travers de la méthode Sapiens, et également d'investir leur argent dans des fonds d'investissement qui sont triés sur le volet. Ces fonds, ils sont ultra exclusifs et pourtant ils sont accessibles dès 100 000 euros. C'est justement en faisant ce travail de sélection des fonds d'investissement qu'on a réalisé à quel point, derrière tous les chiffres qu'on pouvait analyser, il y avait aussi des histoires passionnantes à raconter. Alors j'espère que ça vous passionnera autant que moi et je vous souhaite un excellent épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Guillaume de Kergariou, qui est fondateur de Needhelp et de Octorénov. Il a un parcours assez atypique puisqu'il a vendu Needhelp à un grand groupe avant de le racheter 4 ans plus tard. Merci Guillaume d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Aurore, merci de ton invitation. Avec plaisir. Est-ce que tu peux déjà revenir rapidement peut-être sur ton parcours avant la création de Needhelp et puis qu'est-ce qui t'a conduit à créer la société? Ouais. Écoute, en quelques mots, donc moi j'ai plusieurs vies, j'ai 40 ans bientôt l'année prochaine. J'ai eu d'abord un premier chapitre en fusion-acquisition, donc en tant qu'analyste en fusion-acquisition dans une boutique M&A. Ensuite, j'ai eu un chapitre où j'ai été entrepreneur, puisque j'ai créé donc Needhelp. Ensuite, j'ai eu un autre chapitre où j'ai cédé la société donc à un groupe coté. On aura certainement l'occasion d'y revenir. Et puis après, un nouveau chapitre dans lequel je suis rentré et dans lequel je suis actuellement, puisque j'ai repris en fait la société que j'avais créée, cédée, intégrée. Donc voilà, différentes vies. Et puis au milieu de tout ça, une vie aussi d'investisseur qui s'est ouverte, hein. Donc voilà, pas mal de casquettes différentes. Et plein de sujets passionnants à aborder ensemble. J'ai envie de revenir sur la première étape de ton parcours en fusion-acquisition, parce que c'est assez rare en fait les personnes qui ont fait d'abord du M&A et puis qui sont après, on fait appel potentiellement à des services de M&A en tant qu'entrepreneur. Quel regard tu poses, tu vois, sur ce métier déjà avec ton regard de quand tu as commencé, et puis après maintenant que tu as un peu été confronté à ces acteurs-là d'un point de vue client. Alors, pour répondre à ta première question, ouais, c'est vrai que c'est pas forcément typique comme parcours, mais quand même, on observe que de plus en plus de gens sortent d'écoles de commerce ou d'écoles d'ingénieurs, commencent par du M&A, du conseil en stratégie, et puis finalement sont attirés par des nouveaux univers, dont l'entrepreneuriat. Donc c'était plutôt rare il y a peut-être 10 ans. Je dirais que c'est des trajectoires qui sont quand même de plus en plus observées. Mhm. Moi, mon regard sur le M&A, donc pour remettre dans le contexte, j'ai commencé, donc en sortant d'école de commerce après mon diplôme. Ça a été mon stage de fin d'études, dans une boutique M&A, qui était, spécialisée sur du mid-cap, cross-border, donc plutôt pour des clients américains qui veulent, acheter, vendre des actifs qu'ils ont en Europe ou sur d'autres continents. Et c'était un super, entrée dans la vie active. Je dirais que c'était pour moi, le moyen de me constituer un vrai bagage, solide, financier, et en même temps de côtoyer finalement des entrepreneurs. Puisqu'en fait, quand tu es, conseil en fusion ou acquisition ou levée de fonds, tu es au plus proche, d'histoires entrepreneuriales, surtout sur du mid cap, plus que sur du large cap. Donc ça répondait à pas mal d'enjeux pour moi, de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que, j'ai très vite senti que c'était pas, en fait, c'était plutôt un bagage que j'allais, me constituer, avec lequel j'allais repartir sur la route, mais que c'était pas forcément une destination pour moi, pour plein de raisons. Mais voilà, je dirais que le regard que j'ai porté assez vite sur le métier, c'est bon, évidemment un apprentissage énorme quand tu es jeune, que tu sors d'école. La chance de pouvoir, côtoyer des boîtes incroyables, qui font, voilà, des croissances, qui sont dans des industries fascinantes, qui ont créé des process industriels. Donc ça, c'était vraiment le côté, génial, on va dire, de l'expérience. Mais ce qui était plus compliqué pour moi, c'était le côté très pyramidal du métier, Mhm. avec finalement une structure en M&A qui est très hiérarchisée, assez logiquement, parce qu'il faut aussi pas mal d'expertise pour exercer ce métier.
Et donc voilà, avec un partenaire, un MD, un VP, un associate, un analyste et puis un stagiaire. Et donc toute cette chaîne-là, elle s'organise de manière très pyramidale. Et quand tu es en bas de cette chaîne-là, c'est vrai que en général, tu es un exécutant. Mmh. Euh, et c'est vrai que moi, j'avais assez vite, j'aspirais quand même à pouvoir participer à une gouvernance ou à une vision ou à un mode d'exécution. Et ça répondait pas du tout à cet enjeu. Je comprends bien. Du coup, d'où l'aspiration de monter ton propre projet. Il me semble que tu l'as monté tout seul, en plus. Ça s'appelle Nidelp. Est-ce que tu peux nous parler qu'est-ce que c'est Nidelp et qu'est-ce que c'était l'idée de départ, tu vois, et puis qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Parce que je crois que c'est encore là où tu évolues. Je crois que c'était donc Nidelp, c'était l'idée de départ. Donc c'est une marketplace de services à domicile. Donc en gros une plateforme technologique de mise en relation entre des prestataires et des clients qui cherchent à déléguer une tâche du quotidien à la maison. Je crois que la réflexion initiale de Nidelp était un peu liée à ce que j'avais observé dans l'univers du M&A. Approche du travail finalement assez pyramidale en banque d'affaires. Et j'avais un petit peu ce sentiment qu'avec la technologie, en fait, on pouvait désintermédier les choses, on pouvait avoir une vision plus horizontalisée du travail. Et donc, j'avais un peu pressenti, sans forcément mettre des mots ou des concepts dessus, mais j'avais pressenti que, un, il y avait une rupture technologique possible avec le Web 2.0. Mhm. C'était un peu 2013-2014, le moment où les grandes plateformes explosaient, donc Airbnb, Blablacar, Uber, donc toutes ces plateformes, en fait, permettait de distribuer finalement le travail de manière horizontale plutôt que verticale. Et ce que j'avais observé, c'est que dans l'univers des services à la personne et des services à domicile, il n'y avait pas de plateforme qui avait structuré le marché. Et c'était un marché en fait qui était à la fois opaque, il y avait beaucoup de travail au noir, beaucoup de travail non déclaré, Mhm. donc qui manquait de transparence et en fait de plateformes sécurisantes pour les utilisateurs. Et donc je me suis dit comment on peut réconcilier à la fois une vision du monde autour du travail, quel est finalement Nidelp, c'était un peu la réponse à quelle est la vision du travail et la façon dont j'aimerais que le travail soit organisé ici, et en même temps créer les conditions de transparence et de sécurité pour les utilisateurs dans un univers qui est le service à la personne. Donc je me suis lancé dans la création de Nidelp en 2014 avec une vision assez généraliste. Donc il n'y avait pas forcément de verticale ciblée au départ. Donc vous pouvez trouver un babysitter, un pet-sitter, un bricoleur pour des travaux à la maison, une aide au déménagement, une aide ménagère. On pouvait vraiment travailler sur une recherche de différentes typologies de prestations. À l'époque, ton enjeu, c'était plus de trouver des utilisateurs clients ou des prestataires? Alors la question, toujours la même question sur les marketplaces, la poule et l'œuf. Ouais. Pas de clients, Et- pas de business à apporter aux prestataires, pas de prestataires, pas de Mm. réponse possible pour les clients. On a d'abord commencé à travailler du côté de l'offre, donc des offreurs de services. Les offreurs de Mhm. services, donc ce sont ceux qui rendent service sur Ouais. la plateforme, les prestataires, en se disant on peut promettre à des offreurs de services qu'on va leur apporter du business et que ça prendra un peu de Mm. temps à se Oui, structurer, mais en se disant à l'inverse. l'inverse qu'on ne pouvait pas faire venir un client, Oui, payer des coûts marketing pour ça et ne pas avoir d'offres en oui, face. bien sûr. Donc on a plutôt travaillé côté offreur de services que demandeur dans un premier temps. Une fois qu'on a réussi à faire, donc on a fait ça au début par des canaux directs, les réseaux sociaux, enfin on a utilisé Mhm. beaucoup Facebook à l'époque, on a utilisé pas mal le Bon Coin, parce qu'il y avait pas mal de gens, c'était complètement Oui, déstructuré, mais il y avait pas mal de gens qui se retrouvaient sur le Bon Coin à proposer oui. leurs services. Ok. Et donc on a commencé à structurer l'offre comme ça. Et très vite on est tombé sur une problématique sur le business model qui était comment on fait maintenant venir des clients, à quel prix. Mhm. Et on est vite tombé face à notre ami Google, dont les coûts marketing chiffraient assez vite. Et donc on a commencé à travailler cette équation un peu LTV sur CAC sur la marketplace pour trouver des ratios qui fonctionnent. On a vite conclu deux choses. La première conclusion, c'était que être une plateforme de service généraliste était très compliqué. Positionnement client, perception client. Les gens ne savaient pas pourquoi ils venaient sur Nidelp au départ. Est-ce que c'est Mhm. pour un babysitter? Est-ce que c'est pour un dog-sitter? Est-ce que c'est pour autre chose? Donc le côté trop généraliste manque de clarté dans le positioning. Et le deuxième problème était les coûts marketing, le ratio LTV sur CAC. Donc ça veut dire sur une marketplace, c'est comme ça que tu regardes si la turbine du moteur elle fonctionne bien. Combien te rapporte un client dans sa durée de vie, avec à la fois sa première commande mais aussi son repeat.
et combien tu as payé en face de ça pour le faire venir sur la plateforme. Donc c'est ce ratio-là qui doit être très équilibré. En général, il faut que sur une marketplace, il soit supérieur à 3. Donc ratio LTV sur CAC de x3 pour avoir un moteur de croissance qui soit viable. Ouais. Voilà. Et c'était pas le cas avec Google. Google prenait trop dans la marge contributive de l'équation. Parce que c'était Google Ads à fond ou Google Ads au début beaucoup. On était assez mauvais en SEO. On n'avait pas du tout d'expertise D'accord. SEO dans la boîte. Et donc c'était du SIA principalement dans les premières années de la boîte. Donc très vite la question était comment on fait évoluer le modèle. Est-ce qu'il y a une pédale d'accélération possible pour ce modèle de marketplace? Ok. Ouais. Et donc c'est là que vous avez décidé de faire évoluer un petit peu votre manière d'acquérir les clients, il me semble. Exactement. Donc on a eu cette idée. Donc déjà on a recentré l'offre sur l'univers qui fonctionnait le mieux les 2 premières années, donc 2014-2016. On s'est recentré sur les petits travaux et les tâches manuelles à domicile, donc tout ce qui nécessite de faire intervenir un bricoleur, vraiment les tâches du handyman comme disent les Américains. Et donc on s'est recentré là-dessus, ce qui a permis de mieux se positionner et d'avoir un bon positionnement, on va dire, client, une bonne raison de venir sur Needhelp et d'en parler. Et la deuxième chose qu'on a faite, c'est qu'on s'est dit où sont les clients qui sont en phase de projet d'amélioration de leur habitat. Et on a pensé aux enseignes de bricolage, d'ameublement, qui en fait ont des trafics clients magasins et online Monstrueux. hyper conséquents. Beaucoup de passages caisses, beaucoup de passages sur le site web, une omnicanalité déjà à l'époque. Et donc on s'est dit, allons chercher les clients dans le berceau de leur projet, dans les magasins et sur les extensions digitales des magasins. Donc on a réussi à attirer l'attention d'un premier partenaire qui était Brico Dépôt, appartenant au groupe Kingfisher, donc un réseau de plus de 120 magasins en France. Et on a lancé des tests dès 2015 dans le Brico Dépôt de Nice. À l'époque, on était supporté par le directeur général de Brico Dépôt dont on avait attiré l'attention. Et la vraie question pour nous, c'était de savoir quelle valeur on leur apportait. Parce que, évidemment, avoir de la place dans leur parcours client, que ce soit online ou en magasin, ça reste des retailers. Et les retailers font rarement des cadeaux. C'est des business aussi à faible marge pour eux et de volume. Et leurs emplacements valent quelque chose. Donc, la vraie question était pourquoi ils allaient nous faire une place dans leur parcours client. Et on a trouvé la réponse assez vite à l'issue des tests. En fait, Needhelp était en réalité pour eux un outil d'aide à la conversion dans leur parcours client. Bien sûr. Oui. Les gens en phase projet qui ont une cuisine à installer, qui ont un robinet installé, des stores à fixer au mur et qui n'ont pas les compétences ou le temps, repoussaient leur projet, voire ne faisaient pas leur projet. Et donc Needhelp était, en étant communiqué dans le parcours client au bon moment, devenait un outil d'aide à la conversion pour eux, donc contribuer à leur PNL. Et donc on pouvait avoir une vraie discussion d'intégration avec ces partenaires. Et l'enseigne, elle avait un droit de regard sur les professionnels que vous mettiez en face Alors ça a été très discuté, ça, surtout en 2015. Si on remet dans le contexte, il y avait des gros débats sur Uber déjà en France. Et donc il y avait un peu cette peur que Needhelp vienne concurrencer les artisans. Et donc il a fallu qu'on explique et qu'on montre par notre process de marketplace comment, on intégrait les artisans dans notre équation et comment, j'allais dire plutôt les bricoleurs du dimanche ou les auto-entrepreneurs de la plateforme qui font des petites tâches isolées ne venaient pas sur les plates-bandes des artisans. Et donc la réalité, c'est que nous, on en était intimement convaincus dans notre vision de marché et dans ce qu'on observait sur les transactions de la plateforme. Mais la réalité, c'est qu'il fallait convaincre le partenaire qu'il fallait montrer patte blanche. Et en fait, ça s'est fait assez naturellement. Les bricoleurs du dimanche, on va dire, se positionnent naturellement vers des petites tâches, des petits travaux, ce qu'ils savent faire. Et les artisans, eux, ne veulent pas se positionner sur ces petits paniers de 50 euros, 100 euros, parce que pas assez rentable pour leur activité professionnelle. Et donc vont plutôt se positionner sur les installations de cuisine, les revêtements de sol, les projets peinture, les projets à plusieurs milliers d'euros. Donc il y a en fait, le marché se régule assez bien. Et bien entendu, en tant que marketplace, on est là pour fixer les règles du jeu. Donc on a mis en place des règles de dispatch qui détermine si un petit projet va plutôt à tel individu ou plutôt à tel artisan. Donc on a vraiment segmenté les choses, on a structuré le marché et au contraire, face à cette inquiétude qu'avaient nos partenaires comme Brico Dépôt, Castorama, on leur a montré qu'on contribuait à mieux structurer le marché et à créer une offre, notamment sur les petits travaux, qui était vraiment le trou dans la raquette pour eux. Vous avez littéralement jamais eu quoi que ce soit à proposer en réponse client. Ok. Et donc là, tu parles de Brico Dépôt, tu disais aussi Castorama, vous avez réussi à aller voir plusieurs enseignes.
pour Alors, vous installer? tout l'enjeu était de se dire, est-ce que Brico Dépôt est un coup de chance ou est-ce Ouais. que ce modèle est accélérable? Donc, on a cherché en fait à démontrer la réplicabilité Mhm. de ce modèle de croissance et trouver de l'intérêt chez d'autres acteurs. Donc, on est allé parler avec Castorama assez vite en parallèle, qui avait initié en fait des discussions avec une plateforme concurrente. On n'est jamais seul sur son marché, faut pas oublier ça, faut pas trop se regarder le nombril. Et donc, il y avait pas mal de plateformes qui cherchaient à percer dans l'univers des services à domicile et des petits travaux. Mais on a réussi en fait à faire des A/B tests à Castorama pour qu'ils puissent comparer en fait les plateformes. Donc on a eu une partie des magasins en test, l'autre plateforme a eu une autre partie des magasins, et à l'issue de ce test, le réseau Castorama a comparé les résultats et a choisi son partenaire, et on a eu la chance d'avoir été sélectionné, ce qui nous a permis de démontrer la réplicabilité du modèle. Ce faisant, ça m'a permis d'aller chercher une série A en 2017. J'étais très confortable à l'idée d'organiser cette série A parce que le modèle de croissance, le moteur de croissance était clair pour nous, était démontré. Les ratios LTV sur CAC étaient bons, bien meilleurs que les standards du marché, et j'avais une intime conviction que toutes les marketplaces B2C de mon secteur, donc ceux qui étaient concurrentes de Needhelp, n'allaient pas réussir, et que j'allais en fait avec mon modèle grossir au rythme auquel mes partenaires me permettent de grossir, mais de manière très pérenne. Et en parallèle, tu continues à avoir aussi des clients directs ou t'avais complètement arrêté le direct? Alors c'est la beauté du modèle, c'est que plus nos partenaires nous permettent de grossir, plus on accélère sur le B2C. Oui, d'accord, vous avez les deux. Les Ok. deux sont corrélés, et d'ailleurs les deux fonctionnent très bien ensemble. Pour schématiser les choses, le partenaire retail nous envoie des clients gratuitement vers la plateforme, donc c'est un canal gratuit pour nous. Donc ça, t'as un super ratio. Un ratio et une marge contributive extraordinaire par rapport à toutes les marketplaces qui cherchent à faire notre métier, sans partenaire. Et le B2C, du coup, on arrive à équilibrer des ratios LTV sur CAC, donc on arrive à investir en marketing pour compléter les clients qui nous viennent du B2B2C avec ce flux B2C, mais tout en gardant des ratios moyennisés, pondérés, qui sont tout à fait au-dessus des standards du secteur. Donc le B2B2C accélère et nous permet d'accélérer sur le B2C. Et l'autre vertu, c'est que pour qu'une marketplace fonctionne, on en a parlé, il y a toujours cette problématique de la poule et de l'œuf. Donc il faut quand même feeder énormément les prestataires, les artisans. Il faut leur donner régulièrement des volumes dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers pour lesquels ils viennent s'inscrire. Ça nécessite beaucoup de volumes. Donc il faut à la fois les volumes venant des partenaires retail, mais aussi les volumes des gens qui sont en direct sur Google et sur d'autres canaux. Et le fait d'accélérer sur ces deux pédales en même temps côté demande client nous permet d'apporter suffisamment de volume côté prestataire et donc de les rendre sticky et de ne pas devoir refinancer de l'acquisition de prestataires de l'autre côté de la marketplace. Donc on arrive en fait à avoir un effet boule de neige vertueux des deux côtés de la marketplace avec ce modèle hybride B2B2C, B2C qui donne des volumes beaucoup plus conséquents. Ok, très clair. Et en plus, tu travailles ton branding, ta notoriété sur le B2C qui doit favoriser la conversion en magasin et vice-versa. Et vice-versa. Donc exactement, un client qui nous connaît, qui vient du B2C, va aussi nous voir ou nous apercevoir dans d'autres étapes de son parcours projet. Il va nous apercevoir chez Casto, puis après il va aller peut-être chez Ikea pour sa cuisine et il va nous apercevoir chez Ikea. Et donc tout ça donne une équation, on va dire, une notoriété de marque, sans forcément qu'on investisse massivement dans notre marque Needhelp, qui n'est pas aujourd'hui une marque d'ailleurs très connue. On a vraiment travaillé cet axe B2B2C en primaire. Mais ça donne aussi une confiance très forte et donc beaucoup de conversion lorsque le client atterrit chez nous, quel que soit le canal. Oui, très clair. Donc tu lances une série A, tu disais, et assez vite, tu revends ou c'est passé comment Alors la série A, c'est 2017. À l'époque, c'est 1,5 million. Donc c'est pas forcément les séries A dont on parle aujourd'hui. Mais c'était les standards de l'époque. Il y avait assez peu de boîtes qui levaient... sur ce type de thématique marketplace des montants supérieurs. On avait un ou deux concurrents qui avaient levé plus d'argent en 2017-2018, mais qui étaient sur une thématique B2C dont j'ai parlé, qui n'ont pas réussi. Ouais, parce que trop de cash burn pour le coup. Trop de cash burn. Pas assez de repeat et trop de cash burn. Vraiment, tout reposait, moi je l'avais identifié vraiment assez vite dans ces fameux tests, tout reposait sur les coûts marketing dans cette marketplace et sur le panier moyen aussi. Et puis enfin, en dernière instance, le repeat, c'est notre capacité à les faire reconsommer quand les clients sont à nouveau en phase projet. Donc 1,5 million en 2017.
et international. Donc ça a été un peu l'objet de cette série A. On avait déjà répliqué le modèle en France avec des différents partenaires retail. Et puis ensuite, il y a eu l'axe international avec cet argent levé. Donc on a ouvert d'abord la Suisse. Et ça nous a permis de démontrer que ce qu'on avait compris sur le marché français était aussi réplicable sur d'autres marchés européens. Donc ça a été l'objet de 2017 et la série A. Et puis 2020, puisque tu parlais de la revente, 2020, on cherchait à accélérer, donc à faire un nouveau tour de table. Là, on cherchait entre 5 et 7 millions d'euros. L'international était démontré. On avait signé Ikea à la fois en France, donc en 2017-2018, avec des tests très probants. Ikea est devenu un partenaire et est toujours un partenaire extrêmement important pour notre marketplace. Ikea nous a emmenés en fait à l'international, puisqu'ils nous ont aussi, fort des résultats pour eux sur le marché français, nous ont introduits en Suisse notamment. Donc 2017-2020 international et levée de fonds de 5 à 7 millions d'euros recherchés avec des fonds. Là, j'organise finalement ce process avec Cambon Partners qui m'accompagne sur ce projet de levée et en fait qui se transforme en dual track. Pourquoi ? Parce que mon partenaire retail historique Kingfisher PLC, donc qui est un groupe coté qui détient justement Castorama et Brico Dépôt en France, mais aussi B&Q en Angleterre, Castorama en Pologne, Brico Dépôt en Europe du Sud, Espagne, Portugal, et Screwfix également que j'ai oublié en Angleterre. Donc un gros acteur qui fait aujourd'hui 13 milliards de chiffres. Donc nouvelle direction générale chez Kingfisher en 2019 avec la nomination de Thierry Garnier. Qui venait lui-même de chez Carrefour Asie, qui avait vu toute la digitalisation en Asie, la rapidité de la digitalisation et de la demande en matière de services et tous les différents modèles qui explosaient en Asie, a vu tout simplement les intégrations qu'on avait faites avec Nidelp pour les deux filiales françaises et il a rapidement pressenti une possibilité d'accélération et donc a souhaité participer à ce process de levée de fonds qu'on avait initié. Donc là, on a un industriel en face de nous, on a des fonds qui nous font des term sheets, donc des fonds français et des fonds également internationaux, donc dont un fonds anglais. Et donc on a quelque part différents choix possibles pour le chapitre d'après. Donc, et le chapitre d'après, du coup, j'ai l'impression que je conduis les questions, mais... Chapitre d'après, on fait ce dual track. La discussion avec le groupe Kingfisher évolue vers un deal majoritaire. Ouais. Au début, l'idée de Kingfisher était plutôt de faire un deal potentiellement minoritaire, participer à notre levée de fonds. Et moi, c'était pas du tout quelque chose que je souhaitais. C'est-à-dire que s'il y avait un deal de levée de fonds minoritaire, c'était avec des fonds qui apportaient une expertise de fonds et qui restaient minoritaires. Et si je faisais rentrer un de mes gros partenaires, donc un industriel au capital, je voulais un deal majoritaire, voire à 100%. Parce que quand un industriel rentre, et c'est souvent une question qu'on me pose, c'est pourquoi on ne fait pas rentrer un industriel en minoritaire. En tout cas, moi, c'est un playbook que je ne comprenais pas. Parce que l'industriel en fait va demander pas mal de choses qui peuvent potentiellement changer les choix stratégiques de l'entreprise et si l'industriel doit contribuer à changer les choix stratégiques de l'entreprise à terme, voire même impacter les options dans l'equity story de la boîte, il faut que ça se fasse de façon majoritaire. Voilà. Une fois que tu as un industriel au capital, très souvent ça peut freiner des fonds pour venir autour de la table sur des besoins de financement futurs. Donc ça peut quelque part aussi bloquer des options dans l'equity story de la boîte. Et puis il faut que ce soit clair en fait. Il faut que ça devienne soit une histoire d'intégration claire, il y a un deal majoritaire et il y a un plan d'intégration qui est clair et qui est mis en œuvre. Mais surtout en plus, j'imagine que c'est hyper inconfortable si tu as d'une part... à ton board des gens, mais qui sont aussi des clients et des clients importants, parce que tu as une espèce de double pression où en fait ils ont beau être minoritaires, en fait, ils ont beaucoup trop de pouvoir et ça se traduit par une situation qui est hyper inconfortable pour toi, en fait. Exactement, et c'est exactement ce type de gouvernance-là que je voulais éviter, donc autant faire un deal clair ou autant ne pas faire de deal. Et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Thierry, Jean-Jacques à l'époque, lorsqu'on a initié les discussions avec Kingfisher. Je leur ai dit, c'est pas grave si on fait pas un deal, ça me gêne pas du tout de ne pas vous vendre la boîte. C'était pas mon plan initial d'ailleurs, ni mon souhait particulier. Mais en revanche, si vous voulez qu'on fasse un deal, il y a un vrai truc à faire. Et le truc à faire, c'était quoi ?
c'était de se dire, on a compris le modèle de croissance de cette marketplace, mais contrairement à Google, où tu peux appuyer sur la pédale d'accélération si tes ratios tiennent la route, là, tu n'as pas vraiment la maîtrise de cette pédale d'accélération, puisque tu dois convaincre sans arrêt des partenaires extérieurs à ta boîte de mieux t'intégrer dans le parcours client, de mieux t'intégrer sur les extensions digitales, de faire des API dans le panier. Et ça, c'est pas ta maîtrise. Toi, tu peux essayer de les convaincre que tu es plus prioritaire qu'un autre service ou qu'un autre développement sur lesquels les équipes bossent. Mais tant que tu ne fais pas partie du groupe et que le groupe ne décide pas que tu es la priorité d'intégration, ta pédale d'accélération reste assez théorique, finalement. Ouais. Alors, en faisant ce deal majoritaire, on devenait une priorité pour le groupe Kingfisher et donc on pouvait appuyer sur la pédale identifiée. C'était ça l'intérêt. D'accord, je comprends. Et de fait, tu te sépares d'autres partenaires et tu te concentres uniquement sur eux ou tu continues à bosser avec Ikea Alors, c'est une super question. On a eu un peu le meilleur des deux mondes dans ce deal. Et c'est là où je trouve que c'est vraiment un deal très réussi, même je peux le dire aujourd'hui, même dans l'étape dans laquelle je suis, sur laquelle on va revenir juste après, mais c'est un deal extrêmement réussi parce que non seulement on a fait ce deal majoritaire qui a fait que c'était bien une priorité pour Kingfisher, mais en plus, on a gardé cette logique d'architecture ouverte. C'est-à-dire que Needhelp n'était pas une marketplace fermée, dédiée aux clients de Kingfisher. Au contraire, on s'est dit la nature d'une place de marché, c'est de rester une architecture ouverte, c'est de grossir au maximum dans l'intérêt des deux côtés de la marketplace. Et donc, il était écrit noir sur blanc dans le deal qui a été signé qu'il n'était pas possible d'imposer à Needhelp de ne travailler exclusivement avec le groupe Kingfisher et ses filiales. Donc on a continué à travailler avec Ikea, on a continué à travailler avec Conforama, avec But, avec tous les différents sites e-commerce et toutes les marketplaces de produits qui nous avaient intégrés. On n'a perdu aucun partenaire après la signature. Et j'ai fait quand même une chose, en accord avec mes actionnaires de l'époque, j'ai pris mon téléphone juste avant la signature du deal, et j'ai appelé tous les CEO des boîtes avec lesquelles je travaillais, qui comptaient aussi beaucoup sur Needhelp dans leur parcours client, et je les ai tous appelés un à un pour leur dire je compte vendre la boîte à un industriel du secteur, est-ce qu'on est d'accord qu'on continue à bosser ensemble, est-ce que ça vous convient si on fait une architecture ouverte, et si je vous mets en place des Chinese walls si nécessaire sur les bases de données pour vous garantir que vos clients seront bien traités, qu'on ne communiquera pas de données confidentielles à nos actionnaires, etc., etc. Et donc on a travaillé en fait cette notion de Chinese wall qu'on a écrit contractuellement à certains partenaires, à Ikea et à d'autres, pour les rassurer et pour leur montrer qu'on restait une architecture ouverte mais respectueuse de leur base de données. Ok, mais il n'y en a aucun du coup qui a été complètement bloqué par rapport à ça ou... Aucun n'a été bloqué. Qui a voulu se positionner et faire monter les enchères sur le rachat de Needhelp. Non, parce qu'en fait, on a eu d'autres offres, hein. On n'a pas eu que Kingfisher, il y avait d'autres acheteurs que Kingfisher dans l'équation. En tout cas, ce qui était important pour nous, c'était de trouver le partenaire qui avait le plus envie de faire, qui avait un projet de développement qui était clair pour la boîte, sur lequel on était aligné. Il y avait des tests qui avaient été faits aussi avec eux qui étaient quand même le proof of concept était derrière nous, donc le niveau de risque, on va dire, était quand même maîtrisé, et ce qui était très important, c'était de ne pas perdre nos autres partenaires, et ça on l'a bien sécurisé. Donc le deal était dans la philosophie, il était ok, quoi. Il y avait tout qui était ouvert. En revanche, point important, c'est qu'on a l'impression que ça s'est fait vite et simplement. En réalité, le deal s'est construit en quasiment 9 mois. Et il s'est construit en plein Covid. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà. C'était une période qui était quand même en plus très compliquée pour les distributeurs, ou au contraire, ils ont réussi à bien... Je sais plus, côté enseigne de travaux. En fait, ils s'en sont bien sortis. Ils se sont bien sortis parce qu'ils avaient des marketplaces, c'est ça ? Alors, les enseignes dans le retail, il y a eu différentes choses pendant le Covid, mais les principaux événements, c'est d'abord l'alimentaire est resté ouvert, évidemment. Et ensuite, les deuxièmes commerces qui ont eu le droit de réouvrir très vite pendant la crise du Covid, c'était les enseignes de bricolage, d'ameublement et tout ce qui tournait autour de la maison. Pourquoi ? Parce que les gens étaient en télétravail et ils avaient besoin de se chauffer, ils avaient besoin d'avoir une maison qui tourne, ils avaient besoin d'avoir des bureaux chez eux les gens n'étaient pas équipés pour télétravailler, ou beaucoup moins qu'on l'est aujourd'hui. Et donc en fait, les besoins autour de la maison étaient considérés comme primaires. Pas au même titre que l'alimentaire, mais ça venait juste après. La notion de dépannage à domicile de dépannage et d'aménagement de son intérieur était devenue extrêmement prioritaire pour le gouvernement et pour les Français. Donc en réalité, les enseignes, ce qui s'est passé, c'est un effet inverse. Il y a eu une fermeture quelques semaines, mais en réalité, elles ont réouvert très vite.
dès le mois d'avril de mémoire 2020. Donc le Covid, la crise éclate mi-mars. Et en avril ou fin avril, les enseignes de bricolage et d'ameublement réouvrent. Et le marché en fait explose littéralement à partir de mi-2020 et tout 2021. D'accord, ok, donc plutôt une bonne période du coup pour la session. Plutôt une bonne période pour la session, même si les termes du deal n'ont pas forcément évolué, même si nous on était toujours en croissance, on était de toute façon sur des taux de croissance de x3 tous les ans sur la marketplace, donc sur notre GMV, notre volume d'affaires. Et donc on avait une dynamique qui était extrêmement bonne. On a perdu toute notre GMV pendant le mois d'avril, puisque du jour au lendemain, tout était fermé, nos prestataires n'avaient plus le droit d'intervenir chez les particuliers. Et donc on a vu notre dynamique s'effondrer du jour au lendemain. On a bien transpiré, on n'avait aucune visibilité à l'époque sur la reprise ou non. Et en réalité, on était avec du recul dans une situation tout à fait confortable. On avait du cash devant nous. Le burn était très maîtrisé, même si on était en phase de levée de fonds. Et donc on avait une boîte qui était très saine. La seule inconnue était la durée du lockdown. Mais on avait en réalité de quoi voir venir. Ok, très clair. Et donc, tu décides de vendre de manière majoritaire. Tu vends 100% finalement à Kingfisher? Alors finalement, on fait un deal en plusieurs étapes. Donc on cède 80% de la boîte. Donc tous nos actionnaires qui nous ont accompagnés, donc mes business angels du départ, Maïf, ainsi que le groupe Moss Frères, qui est un très, très beau groupe familial suisse, qui était rentré au moment de la série A aux côtés de la Maïf, donc vendent leur participation, à regret d'ailleurs, c'est important de le préciser, ils n'étaient pas spécialement vendeurs, ni l'un ni l'autre, ni certains de mes business angels, ils voulaient rester dans l'aventure. On avait construit une aventure assez familiale finalement autour de Nidelp, où j'avais fait participer beaucoup les différents stakeholders dans les réflexions. Il y avait pas mal d'enthousiasme autour de ce modèle. Et donc les vendeurs n'étaient pas très vendeurs, mais bon, on va dire que j'ai pu convaincre que l'opportunité du rapprochement avec Kingfisher était vraiment bonne pour la boîte. Et pour tout le monde. Et donc, on a pu signer le deal à ce moment-là. D'accord, donc en gros, toi, tu gardes 20 et Kingfisher... Moi, je garde 20%. Et donc, l'idée de Kingfisher, c'est que c'était quand même une technologie qui était encore pas aboutie. Donc, il fallait que l'équipe exécute beaucoup après la vente. C'était pas un actif qui ne dépendait pas de son management. C'était un actif qui dépendait un peu trop de moi, parce que l'équipe elle était jeune, elle n'était pas encore très structurée. Vous étiez combien ? On était une petite quinzaine quand on a vendu la boîte. Donc c'était une toute petite équipe par rapport au BP, par rapport à l'ambition de Kingfisher et par rapport même à la dynamique de la boîte. C'est vrai qu'on avait, encore une fois, on faisait x3 tous les ans et les effectifs grossissaient pas. C'est ce qui s'était passé entre 2017 et 2020. Donc on a eu, je pense, un peu de legacy technique. On aurait pu ou on aurait dû investir dès 2017 quand on a eu les partenariats d'accélération très forts avec Ikea, Castorama France. On aurait dû probablement accélérer les investissements techniques et grossir nos équipes techniques et produits. Mais finalement, on a fait un choix un petit peu différent de maintenir, on va dire, une stack très simple jusque 2020. Et on a pu ensuite avoir plus de moyens avec Kingfisher pour transformer notre techno, la mettre à l'échelle et la préparer pour l'international et beaucoup plus de volume encore avec de nouveaux partenaires et surtout l'intégration avec Kingfisher. Ok. Et toi, du coup, tu vends quand même aussi une grosse partie de tes parts. Ouais. Patrimonialement parlant, ça change quelque chose pour toi? Tu vois que ça te passe quand même dans une autre dimension. Tu deviens potentiellement investisseur. Est-ce que tu peux me parler aussi de ce que ça a été pour toi? Et tu vois, qu'est-ce que tu as fait de cette première session? Puis, tu vois, comment est-ce que ça a fait aussi évoluer ton rôle au sein de Kingfisher, où tu étais du coup le directeur d'une entreprise, mais qui t'appartenait plus totalement? Ouais. Ah bah c'est clair, nouveau chapitre que j'ai pas forcément vu venir. J'étais tellement excité par l'aventure Nidelp, par l'exécution de la marketplace. J'étais passionné par ce modèle avec cette notion de future of work, permettre à des indépendants de gérer leur propre activité, être un tremplin d'activité pour des auto-entrepreneurs ou des particuliers qui veulent se lancer. Donc j'étais tellement passionné par ce future of work que finalement le chapitre d'après, je l'avais pas anticipé. Et le chapitre d'après, c'est quoi? Il y en a deux, tu les as cités. Devenir directeur général de la boîte que j'ai fondée au lieu d'en être le président, préparer le passage at scale d'une équipe très jeune de 15 personnes
à une équipe de 90 personnes qui a été construite donc, entre 2021 et 2023. Ouais, ok, énorme. Donc je dirais qu'en un an, on a recruté quasiment une cinquantaine de personnes. Enfin, c'était vraiment un chapitre complètement différent pour moi. En tant que filiale du groupe Kingfisher, je participais au General Executive Meeting du groupe, donc au même titre que les CEO des autres filiales du groupe, ce qui peut être assez anodin, mais et là encore, j'allais dire, je tire mon chapeau à Kingfisher qui a eu l'audace quelque part de faire rentrer un petit jeune Ouais, sur c'est un ça, tout t'avais petit sujet. 30, quoi, 30, J'avais 34 34 ans au ans. moment du deal. J'avais jamais eu de siège dans un Ouais. G meeting d'un groupe coté. Donc je découvre quelque chose de complètement nouveau. On est très sponsorisé en interne. Le projet est très sponsorisé. Et c'est marrant. C'est vraiment un chapitre nouveau pour moi où j'étais pas très préparé. Il faut le dire aussi. Il y a deux choses. Il y a le mariage entre un grand groupe structuré qui est plutôt par nature construit pour piloter des risques. Donc les salariés de ces groupes-là sont, à juste titre, sont là pour monitorer et maîtriser des risques, alors que moi, j'étais là pour prendre tous les risques depuis la fondation de cette boîte, pour innover, pour aller en dehors des sentiers battus, pour créer des nouveaux modèles, pour permettre à des particuliers de bosser en France, devenir auto-entrepreneurs, puis rentrer dans le giron de l'artisanat. Donc, je veux dire, c'était quelque part un mariage de deux mondes qui s'opposent catégoriquement. Et je me retrouve dans ce chapitre finalement où, en termes de gouvernance, j'ai du temps dans un G meeting d'un groupe coté pour présenter les résultats régulièrement, les projets d'intégration avec les différentes filiales, ce qui est quand même, j'allais dire, en termes d'audace et de structuration côté Kingfisher, vraiment incroyable. Et j'en suis encore très reconnaissant aujourd'hui en termes d'expérience pour moi. Le deuxième chapitre, c'est celui de devenir investisseur. Avec le cash out que je fais donc en 2020 sur une partie de mes actions. Et pareil, alors là, je mets du temps en fait à devenir investisseur. Je reste longtemps le fondateur de ma boîte, très accroché à mes idées, dans sa mission d'intégrer Needhelp chez Kingfisher et de continuer avec les autres partenaires. Donc, je mets du temps. En même temps, j'ai de l'apport cession réemploi à faire sur une partie de mes proceeds de l'époque, puisque j'ai 24 mois pour réinvestir 60% de l'apport cession que j'ai fait dans ma holding. Économique éligible, ouais. Voilà. Et donc ça m'ouvre aussi un chapitre un petit peu nouveau. Et là, intéressant, je me suis rendu compte quelques mois après ou quelques années après le début de mon activité d'investisseur, en fait, que j'ai un vrai biais quelque part sur le non-coté, parce que je viens moi-même de l'entrepreneuriat, j'ai créé ma boîte, je l'ai vendue. J'ai rendu l'argent à mes actionnaires avec un très beau multiple notamment pour ceux de la première heure, mes friends and family, mais aussi pour ceux de la série A. Et donc j'ai un peu ce biais de penser que le non-coté, ça se passe à peu près tout le temps comme ça. Sauf qu'en fait, pas du tout. Le non-coté, ça se passe pas du tout comme ça. Le non-coté, sur du venture, que ce soit en direct, comme moi je l'ai fait sur une trentaine de participations aujourd'hui, et des fonds de venture à qui vous pouvez confier votre argent, en réalité, les stats, il y en a 80% qui plantent et 20% qui font quelque chose. Et sur les 20%, peut-être il y a 20%, on va dire, sur l'ensemble qui va faire quelque chose, un multiple extrêmement conséquent. Il y en a peut-être même, on va dire, sur 10 boîtes... Il y en a 20% qui vont pas au tapis et t'en as peut-être 5 qui font un truc vraiment bien. Mais voilà. ouais. Et potentiellement, même sur une vingtaine de boîtes dans un portefeuille, il y en a deux qui vont, on va dire, il y en a deux ou il y en a une qui vont sauver l'ensemble du TRI du portefeuille. Donc, moi, j'avais un biais, mais je m'en fiche. En revanche, j'ai toujours été très réaliste et pragmatique. Ça, c'est aussi souvent une caractéristique des entrepreneurs, c'est qu'on essaie de pas trop se mentir. Et je savais que je faisais ça, pour pousser une vision du monde. Je trouve qu'investir son argent, c'est pas pour... Moi, quand on le fait dans du non-coté comme ça, en direct, on se doute bien que c'est pas forcément pour faire fortune. C'est pas l'objectif principal, en tout cas, malgré le biais qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, exiteur. Mais plutôt pour découvrir des nouveaux univers, pour pousser une vision du monde. Et puis aussi s'ouvrir un peu les chakras. Je veux dire, intellectuellement, c'est très bien aussi d'aller sur d'autres secteurs et de voir comment les mécaniques qu'on a appris soi-même sur son secteur, on peut les appliquer, les transposer. Et c'était ça, moi, ma thématique, ma thèse d'investir dans une trentaine de boîtes en direct. C'était ça. C'était la curiosité, le plaisir d'investir, la curiosité intellectuelle, la passion d'être à côté d'entrepreneurs
qui vivent la même chose que ce que j'ai vécu. Mhm. Et puis voilà, donc ça c'était la première classe d'actifs. Constatant mon biais d'entrepreneur vers le non-coté et le venture, j'ai un petit peu rééquilibré les choses les années suivantes. Donc j'ai investi dans l'immobilier également. Alors mon axe en immobilier était très biaisé, c'est toujours marrant de voir les biais qu'on peut avoir. J'ai souhaité éviter l'immobilier d'habitation, que je parallélisais pas mal avec le B2C dans ma vie Mhm. d'entrepreneur. Je Mhm. considérais que c'était aussi dur que le B2C quelque part. Ouais, Et d'accord. j'ai plutôt privilégié de l'immobilier commercial avec des preneurs dans l'univers du retail. Mhm. C'était un univers qui me Pareil. rassurait, Ouais, que je voilà. comprenais, que j'avais côtoyé pendant 10 Mhm. ans. Donc le côté commerce alimentaire avec des passages caisses, avec un PNL que je comprends, des marges que je comprends, j'ai pu un peu appréhender, on va dire, le risque d'un preneur d'un local commercial avec le kit global que le retail avait pu m'apprendre avec Nidelp. Et tu passais, pour l'immobilier commercial, tu passais par des fonds ou tu faisais toi-même ton. Enfin, c'était des deals en Alors direct l'immobilier, j'ai mis du temps en fait à structurer. Je pense qu'il faut pour se lancer dans l'immobilier. Alors moi je le fais en direct. Ouais, ok. Je le fais en direct, donc il faut créer son écosystème à la fois d'origination, donc Mhm. faut des gens qui originent les dossiers pour vous, parce que moi c'est pas mon métier, j'ai pas le temps de faire ça toute la journée. Bah oui, oui, bien sûr. Et il faut des gens qui fassent la gestion, donc l'asset et le property management, donc à la fois la valorisation du bien et la gestion du bien au quotidien. Mhm. Et donc moi j'ai pu. Et puis enfin, le dernier acteur très important, c'est de s'entourer d'un écosystème bancaire qui va suivre, parce que les très bons dossiers, vous êtes en concurrence en tant que petit finalement, petit Mhm. particulier investisseur à mon échelle, vous êtes en concurrence avec des foncières, vous êtes en concurrence avec des gens qui vont très vite, qui font des offres sans conditions suspensives. Mhm. Donc il faut pouvoir s'aligner sur ce type d'offres, Mhm. sur des biens qui peuvent aller entre de 500 000 euros de valeur de transaction à plusieurs millions. Mhm. Et donc il faut être capable d'aller très vite, de se positionner dans des conditions sans conditions suspensives. Et donc il faut un écosystème de partenaires bancaires solides qui sont capables de vous donner des tendances sur chaque dossier assez vite, Mhm. avant même les passages en comité. Et comment tu organises ton temps? Parce que tu es quand même encore plein temps sur Kingfisher, enfin sur Nidelp, au sein de Kingfisher. Tu aimes bien investir en direct, ça prend aussi vachement de temps d'analyser les dossiers, tu le disais, de parfois siéger au board, enfin voilà. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à, tu vois, c'est quoi les arbitrages que tu fais en disant, attends, je fais ça que le soir et le week-end, est-ce que tu te dis finalement, j'arrive à allouer une partie de mon temps, En fait, travailler là-dessus quand tu moi, je n'oppose pas ces activités parce qu'en veux? Ok. fait, je trouve beaucoup d'inspiration dans les boards auxquels je siège, alors plutôt des jeunes boîtes. Moi, c'est Mhm. ce que je fais, c'est ma thèse. Des boîtes qui sont en phase d'amorçage. En fait, je n'oppose pas le temps que je passe sur Nidelp et sur Octorénov aujourd'hui au temps que je passe aux côtés des fondateurs. Mhm. Ce que je transmets à des fondateurs, des porteurs de projets, dans les playbooks que j'ai compris de croissance, des modèles de croissance, ou enfin, peu importe la thématique, enfin, les fondateurs me rendent très largement l'appareil avec leur vision de marché, leur énergie. Et en fait, j'arrive aussi à faire des transpositions qui me permettent d'intégrer des nouveaux process ou des nouvelles mécaniques dans mes boîtes, Mhm. Nidelp et Mhm. Octorénov, en étant aux côtés de ses fondateurs. Donc c'est vraiment, il y a du give back en passant du Mhm. temps avec des jeunes entrepreneurs, mais c'est pas que du give back dans un sens, hein. J'ai aussi beaucoup de retours de mon côté en termes d'ouverture d'esprit, de découverte de nouveaux secteurs. Donc là, en ce moment, j'accompagne par exemple Margot dans un projet qui s'appelle Martha. Mhm. On a lancé une maison de coiffeurs. C'est une thèse qui me plaît beaucoup parce qu'en fait, l'idée sous-jacente, c'est toujours un petit peu celle que je soutiens, c'est le future of work. Mhm. Ce sont des coiffeurs artisans indépendants plutôt que salariés d'un Mhm. salon de coiffure. C'est un lieu de vie incroyable que Margot a construit. On a lancé un premier lieu en plein Paris, près des Halles sur les quais, quai de la Mégisserie. Et c'est un lieu qui accueille des indépendants, qui est inspirant, qui est magnifique,
et qui permet de développer cette idée que chacun est à son compte et chacun a son propre morceau de son business. Et donc, en ce moment, je passe du temps avec Margot et j'allais dire, elle est très inspirante. Elle me permet de réfléchir autrement à mon propre business, à mon activité sur Needhelp. Tout comme moi, j'essaie de lui faire gagner du temps sur son modèle de croissance et d'acquisition. Ouais, toi, la valeur ajoutée que tu as auprès des entrepreneurs que tu accompagnes, c'est souvent cette notion de gagner du temps. Et tu es vraiment obsédé par le future of work. Tu as d'autres exemples peut-être de cas Ouais. où tu as pu accompagner et tu Alors, as mis gain de temps, tu vois. dans un axe un petit peu différent, j'ai investi récemment dans Comet, qui est une boîte qui a été reprise par Laurent Potel. Laurent, il avait monté une première boîte qui est Réseaucar, qui est une marketplace automobile, qu'il a vendue à la Société Générale, et à peu près en même temps que Needhelp d'ailleurs, autour de 2020 par là. Et après l'intégration de sa boîte, il a racheté récemment Comet. Il a organisé une belle levée de fonds autour du projet. Comet, c'est une marketplace aussi de freelance, plutôt pour trouver autour des univers du développement technologique, de l'IA, du design, donc un concurrent de Malte notamment. Et donc là encore, voilà un exemple qui va très bien dans ma thèse d'investissement. En plus, un serial entrepreneur, donc avec Laurent, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est extrêmement fiable, qui est extrêmement engagé dans un projet quand il choisit son projet. Et donc, encore une fois, alors là, quelqu'un qui a peut-être besoin d'un regard différent, un petit peu moins besoin de moi, puisqu'il a déjà fait une première marketplace à grand succès. Mais en tout cas, moi, c'est là, mon idée dans cet investissement, c'est de soutenir une vision du monde qui me convient et de faire de mon argent, quelque part, un moteur d'un monde qui est le mien et que je ne subis pas. Ok. Et est-ce que c'est aussi ça qui a influencé ou qui t'a donné envie à un moment de reprendre les rênes de Needhelp ou pas? J'aimerais bien qu'on ait le temps d'en parler. Je vois qu'en plus, l'heure tourne. Je Mais... retourne. Ouais, troisième chapitre de ma vie. Donc après le M&A et la création de Needhelp, il y a la session et j'allais dire quatrième chapitre, la reprise. Donc là, on est 4 ans après l'intégration de Needhelp chez Kingfisher. T'as quand même perdu la liberté. Alors, tu me disais que c'était quand même plutôt une intégration qui est réussie. Tu perds quand même en liberté. Je vois que t'es quand même très attaché justement au travail indépendant, finalement. Ouais. Tu vois, comment tu le vis, le fait d'avoir moins de liberté? Est-ce que finalement c'est quelque chose qui te pèse? Est-ce que je pense que c'est une très bonne question. C'est une question pour beaucoup d'entrepreneurs. Parce que par définition, quand on est entrepreneur, on prend tous les risques. On est attaché à la liberté. Certains entreprennent pour l'argent, certaines entreprennent pour la liberté. Moi, j'ai vraiment entrepris pour la liberté. C'était pour, si on revient sur notre discussion de départ, c'était quitter ce monde pyramidal du M&A. C'était vraiment mon point de départ dans l'entrepreneuriat. Donc, quand je me retrouve marié avec Kingfisher, je rentre à nouveau effectivement dans une logique de grand groupe, mais dans une structure qui est, on va dire, un peu moins tout noir ou tout blanc. On a encore pas mal de liberté, même si on est devenu filiale majoritaire du groupe. Ils nous considèrent comme un centre d'innovation. On a nos bureaux. On n'a personne de chez Kingfisher dans nos bureaux. Il y a bien sûr une gouvernance qui est celle d'un grand groupe, donc qui est pour moi beaucoup trop lourde. Mais c'est mon point de vue à moi d'entrepreneur. Évidemment qu'un acquéreur qui vous achète, qui met des moyens dans la boîte, qui rachète tous les minoritaires, qui investit de l'argent en cash-in aussi pour développer la techno, internationalisé dans 6 pays, évidemment qu'il faut une gouvernance autour de ça. Enfin, et oui, au bout d'un moment, ça me pèse. Ouais, je peux le dire de manière assez transparente, mais parce que c'est mon profil. Et parce que probablement, à un moment, il faut aussi se poser des questions du type... est-ce qu'il faut pas mettre à un moment dans une boîte qui est vendue par un fondateur qui est plutôt dans une logique de garder sa liberté, est-ce qu'il faut pas mettre à un moment un DG tout simplement qui est là pas forcément ton rôle en fait, c'est pas forcément la bonne personne à ce moment-là en fait, dans cette structuration là. En tout cas j'ai fait pendant 4 ans ce job là du mieux possible. Travailler avec des filiales, travailler avec des gens qui mesurent le risque, qui contrôlent vos process sans arrêt de plateforme. Et ça, c'était le côté assez frustrant de cette intégration, c'est que j'avais l'impression d'avoir été audité une première fois au moment du deal, et plus qu'audité, 9 mois d'audit, c'est quand même long. Et j'avais à nouveau l'impression d'être audité par les filiales en Angleterre, en Pologne, etc. Pour à nouveau leur remontrer que les process qu'on avait construits, ils allaient fonctionner, ils étaient internationalisables, etc. Donc j'avais un peu l'impression de refaire 2 fois le travail, mais c'était, encore une fois, c'est mon point de vue d'entrepreneur, et probablement qu'eux avaient bien raison de vérifier ce qu'on faisait de leur côté pour maîtriser leur marque, leur image de marque et savoir où ils mettaient les pieds. Donc c'est toujours un mariage avec des enjeux, on va dire, différents, parfois opposés. Au bout de 4 ans, moi j'arrive au bout de mes earn-out
Et entre-temps, on lance Octorénov avec Kingfisher. Octorénov est né pour faire très court, est né d'un besoin côté Castorama que j'ai observé. Leur service d'installation n'était pas digitalisé, donc leur service d'installation pour les clients qui sont en mode projet n'était pas digitalisé, était géré en magasin de façon manuelle, et c'était le cas à peu près chez tous les retailers du monde. Et donc je me suis dit qu'ils avaient besoin d'une technologie pour piloter eux-mêmes leur flotte d'artisans, et apporter plus de transparence et de tracking à leurs clients qui étaient en phase projet d'installation de cuisine ou autres gros travaux. Et donc j'ai souhaité développer une techno complémentaire à la marketplace qui empower les magasins à piloter leur flotte terrain et à avoir une visibilité en temps réel sur le statut des projets. Ça s'appelle en réalité un FSM, ce qu'on a fait, c'est un Field Service Management System. Ça existe dans différentes industries, ça existe dans les télécoms, ça existe dans d'autres industries aussi, ça existe dans tous les métiers où une flotte terrain doit être pilotée et sur lesquels on a besoin de faire remonter des statuts, des anomalies et les gérer de manière rapide pour préserver son NPS client et piloter ses volumes et ses marges. Donc on a créé ça, et moi mon idée en 2024 était de développer cette thèse SaaS, qui était un peu la nouvelle façon d'entreprendre pour moi au sein d'un groupe comme Kingfisher, et de continuer cette dynamique d'innovation pour moi dans mon parcours d'entrepreneur. Les discussions avec le groupe se sont bien passées, puisque l'idée en fait pour moi de reprendre le SaaS Octorénov faisait sens aussi pour le groupe. En fait, eux avaient investi dans une thèse marketplace, pas dans une thèse SaaS. Et donc, dans l'idée, on s'est assez vite accordé sur l'idée qu'il était possible d'envisager, pour moi, de faire une offre de reprise pour le SaaS Octorénov qui avait été lancé en 2023, dont les premiers revenus, les premiers déploiements étaient en 2024. Et 2024, j'avais branché Ikea sur la solution Octorénov comme client, et on avait commencé les tests avec Castorama France également. Donc c'était un projet qui se structurait bien et sur lequel moi j'avais envie de capitaliser pour retrouver ma liberté. Ok, et donc tu proposes de racheter Octorénov, et finalement tu rachètes aussi Needhelp. Et finalement, je rachète Octorénov et Needhelp l'été 2024. En juillet 24, on signe un deal après à nouveau 7-8 mois de discussion. Et donc l'idée, c'était de ne pas casser les actifs. Il y avait différentes idées dans cette idée de rachat combiné. Needhelp, en fait, est une marketplace. Octorénov est un SaaS. La thèse, en fait, de la marketplace vers le SaaS ou du SaaS vers la marketplace, c'est une passerelle qui est très classique dans l'univers des places de marché. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand tu développes un SaaS, potentiellement, ton client, il peut avoir besoin d'un réseau ensuite pour renforcer tout simplement son capacitaire et son nombre de prestataires. Donc, tu peux équiper tes clients d'un SaaS, d'une technologie, mais tu peux aussi les aider quelque part à opérer en renforçant leur capacitaire. Et donc, tu leur donnes accès aux ressources de la marketplace. Ce sont deux actifs qui se complètent assez bien. Et donc, on a souhaité ne pas casser en fait la dynamique. Le groupe Kingfisher a très largement fait ses tests depuis 4 ans. On avait très largement fait les intégrations de Needhelp dans le parcours client dans tous les pays où le groupe était. Et on avait quand même bien maximisé, on va dire, ce travail d'intégration. Donc on arrivait dans un nouveau chapitre. Et donc la discussion a pu avoir lieu en 8 mois de négociation. Qu'est-ce que l'idée ? L'idée est venue, je pense, de moi, de ma volonté tout simplement d'abord à l'origine de repartir sur un projet entrepreneurial, de racheter cette partie SaaS sur laquelle je voyais bien qu'il y avait besoin d'investir. Je pense que Kingfisher n'avait pas de raison d'être l'actionnaire de cette boîte-là. Et ils étaient assez alignés avec moi. Ils avaient raison et besoin d'en être clients. Et Castorama aujourd'hui est un de nos très gros clients d'Octorénov SaaS. On est en train de finir de déployer les pratiquement 100 magasins du réseau Castorama de notre technologie. Et de faire transiter tous les volumes de leur service installation dessus. Donc ils en avaient besoin d'être clients, mais pas besoin d'en être en fait le sponsor financier, l'actionnaire et le propriétaire. Sachant que cette techno, par définition, on allait aussi la mettre à disposition de tout le retail. Donc j'avais un peu pressenti aussi qu'il n'y avait pas de raison qu'ils en soient le sponsor. Ok. Et tu rachètes 100% de ces deux entreprises, sachant que tu avais quand même, entre-temps, je crois, investi une partie de ce que tu avais vendu. Donc quand même, tu as acheté, enfin, je sais que tu ne veux pas dire exactement le prix,
Mais comment est-ce que tu arrives à financer ce rachat? Tu vois, quelle structuration tu fais? Est-ce Non, que tu prends on peut se parler un peu 100%? de montant, mais moi, on a annoncé la vente de Kingfisher, de Nidalp à Kingfisher, on avait annoncé 10 millions Mhm. en 2020. En réalité, c'est un deal qui était entre 10 et 40 millions, c'est la fourchette que je donne, qui est assez large, Mhm. mais elle dépassait largement 10 millions, puisqu'en fait, dans le deal, il y a pas mal de mécaniques Mhm. euh, qui vont bien au-delà, en fait, notamment avec les earn-out, Ouais. avec le cash-in qui a été injecté dans le développement de la boîte. Donc il y a pas mal de choses qui fait que le deal dépassait largement 10 millions. Sachant que tu as dû récupérer aussi des actions en Kingfisher, j'imagine. Non, moi Non? Ah, ok. j'ai pas eu d'action Kingfisher. On avait évoqué ça dans la structuration D'accord. de la vente à l'époque, et puis finalement on avait choisi plutôt de fonctionner sous forme de un donc de cash out le jour de la vente, Mhm. de complément de prix, de cash in pour développer la techno, et puis d'un man pack qu'on a mis en place pour les managers de la boîte. D'accord. Et donc, au moment de racheter, tu reprends Donc je 100%. rachète 100% de la boîte avec mes managers. D'accord. Vous êtes combien, enfin, combien d'actionnaires, du coup, sur la On est structuration? quatre. Vous êtes quatre, ok. On est quatre, je suis l'actionnaire majoritaire. Il y a mon CTO qui nous a rejoint donc dès 2020 pour la phase de scale. Donc, qui est à la fois le CTO de la marketplace aujourd'hui et de Doctorenov sur la partie D'accord. SaaS. Il passe une bonne partie de son temps sur la partie SaaS. Il y a un VP côté marketplace qui gère la marketplace à côté de moi, Mathieu, et un VP côté SaaS Octorenov, Arnaud. Mhm. Et l'ensemble de ces managers étaient déjà dans le manpack avec Kingfisher et ils sont dans le capital de la boîte à côté de moi. D'accord. Et ils ont aussi un plan, ce que j'ai structuré avec eux, ensemble, on a travaillé ça ensemble, hein, mais ils ont aussi un plan d'incentive qui leur permettent de se reluer en fonction de la performance à venir du groupe finalement Nidal Poctorenov. D'accord. Ok. Et vous avez dû faire appel à de la dette pour pouvoir racheter? Alors nous, on n'a pas eu besoin de faire appel D'accord. à de la dette, donc on a racheté la boîte nous-mêmes, Ok. où moi j'ai contribué une bonne partie de ce rachat, et donc on n'a pas eu besoin de faire appel à de la dette. Et je sais pas sur, alors, sans dévoiler des choses que tu ne peux pas dire, mais est-ce que tu es dans une position aujourd'hui où tu te dis, je développe encore un peu l'entreprise et puis peut-être que je vais refaire rentrer des fonds et puis je vais refaire la croissance, ou finalement tu as aussi un peu changé d'approche et tu es plutôt dans une logique, bah, j'ai racheté l'entreprise, je veux qu'elle continue à m'appartenir et quasiment en faire une entreprise que tu veux développer pendant des années, des décennies. Et, Alors, tu vois, c'est une est-ce que tu es question, le même entrepreneur? Ma question sous-jacente, c'est aussi, tu vois, est-ce que tu es le même jeune entrepreneur d'à peine 30 ans, tout feu, tout flamme, qui veut croître très très vite comme tu l'étais au début, ou est-ce que finalement ce retour en activité, c'est aussi quelque chose de plus long terme? Comment est-ce que tu te non, positionnes par c'est rapport très à long ça? terme. D'ailleurs, c'est un fil conducteur chez moi. Moi, je crois pas à l'argent facile. J'ai jamais Mm. cru à l'argent facile. À chaque fois qu'on me propose d'investir dans des trucs avec des rendements rapides et élevés, en général, je suis méfiant. Je comprends pas déjà. En général, je comprends pas. Ou alors, je comprends qu'il y a un risque sous-jacent qui est pas acceptable. Mais Mhm. donc, moi, je crois au temps long. Ça, c'est vraiment un truc, un fil conducteur dans tout ce que je fais. Je crois au temps long. Nidelp, ça fait bientôt, donc c'est 2014, ça fait donc 11e année. Mhm. Ça fera 12 ans l'année prochaine en mars. Euh, et on est très loin d'avoir fini de développer cette boîte. On a très bien automatisé cette boîte, mais il y a beaucoup de développement à faire. Il y a plein de pays dans lesquels on nous attend, dans lesquels on vient encore nous chercher pour nous dire on veut vous développer, on veut vous intégrer dans tel et tel réseau. Donc la marketplace, elle a un potentiel colossal, son modèle est clair, mais il faut continuer à le développer dans la durée. Le modèle SaaS est nouveau, naissant. Et pour répondre à ta question, je pense que je suis passé de l'entrepreneur où j'ai démarré à 27 ans, où j'avais besoin de montrer, de plaire, de montrer à un écosystème plus large que moi, que je faisais les choses bien, que j'avais une bonne vision, que j'avais raison. Et tout ça, finalement, j'ai plus du tout cette préoccupation-là. Je n'ai plus besoin de plaire à des fonds, j'ai plus besoin de plaire à des partenaires, je cherche pas à plaire pour plaire. Je cherche à simplement faire des choses durables, apporter de la valeur à mes clients, à mes partenaires, à mes utilisateurs. Et je crois que c'est un vrai luxe d'arriver à ça. C'est un luxe incroyable d'avoir 100% de sa boîte, d'être maître de sa roadmap, d'avoir une gouvernance qui est extrêmement légère, qui est construite avec mes managers, euh, d'avoir un modèle hybride marketplace et SaaS qui se complète de manière incroyable en go-to-market, puisqu'on s'adresse à la même typologie de clients sur les deux sujets.
Mais ça, c'est et d'avoir pris conscience que je n'ai plus besoin de plaire à qui que ce soit, mais on a des actifs qui sont suffisamment solides, qui rendent suffisamment service dans le parcours client, dans la conversion, dans l'apport en future of work pour les artisans, ou dans la qualité du service rendu côté client, mais c'est un luxe incroyable. Et donc, ça, c'est un switch énorme. Et c'est ce qui fait que je me projette, mais très durablement aujourd'hui, sur ces boîtes-là. Et c'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Pour répondre à ta question, est-ce qu'on fait rentrer un fonds? Est-ce qu'on reste en stand-alone, on fait de la croissance organique? Nous, on s'interdit aucun axe de croissance. On a commencé à regarder des opportunités d'acquisition, de croissance externe. On continue notre croissance organique. On a fait pratiquement 50% de croissance sur la top line sur le groupe cette année, depuis la reprise. Donc, on va dire que le nouveau chapitre se passe particulièrement bien. On a des BU qui sont pratiquement toutes EBITDA positives. On a encore la partie SaaS sur laquelle on investit assez massivement parce que nos clients ont besoin de beaucoup de techno, on intègre aussi de l'IA, on fait pas mal de choses, donc, mais on peut se le permettre et on regarde pas mal d'opportunités de croissance externe. Est-ce qu'on va faire rentrer un fonds? Moi, je dis souvent, je veux bien faire rentrer un fonds, mais il va falloir que les fonds me disent ce qu'ils peuvent m'apporter en fait. Je n'ai plus du tout ce souci que j'avais un peu avec la jeunesse de l'entrepreneuriat, de séduire et de montrer à d'autres écosystèmes plus grands que moi que j'ai raison. Ça, c'est quelque chose que peut-être les années m'ont apporté. Je n'ai plus besoin de montrer que j'ai raison. Je veux juste me faire plaisir, avoir des salariés contents et qui contribuent très fortement à la boîte. Qui sont eux-mêmes potentiellement vestés dans le projet et qui peuvent aussi changer leur devenir avec la croissance du projet, mais je ne cherche pas à séduire. Voilà. Je veux juste créer de la valeur. Merci beaucoup. J'ai une dernière question à te poser. Est-ce que, avec l'expérience que tu as là aujourd'hui, justement, de ces différentes phases que tu as vécues, il y a un conseil que tu donnerais, alors peut-être, tu vois, au Guillaume des débuts, ouais, tu vois, quelqu'un qui serait dans la phase entrepreneuriale de première étape, tu vois, et tu vois, qui aujourd'hui te semble évident, qui serait peut-être une erreur que tu aurais pu faire à l'époque, tu vois, quel conseil tu donnerais? Je dirais juste que, bon, le premier conseil pour être factuel, c'est que le B2C c'est vachement dur, c'est très très dur. Donc nous on a eu la chance de trouver ce pivot vers le B2B2C qui a été incroyable. Le deuxième conseil, c'est plutôt une alerte, mais entreprendre, c'est très dur. Les premières années sont extrêmement difficiles. On cherche, on a des investisseurs sur le dos potentiellement, on a besoin de convaincre alors qu'on est tout petit. Et donc pour ça, il faut une vision long terme. Il ne faut jamais perdre sa vision long terme. Si vous êtes entrepreneur et que vous le faites pour gagner de l'argent, moi je dirais changez votre objectif. Faites-le pour créer de la valeur, faites-le pour la liberté, faites-le par conviction. Et ça va transpirer. Et c'est ce qui fait que les 4-5 premières années qui sont très difficiles vont petit à petit laisser place à un chapitre où les gens vont vous faire confiance. Les gens vont venir vers vous, vous allez attirer du positif, vous allez vous entourer de partenaires, de clients, d'apporteurs d'affaires, d'investisseurs, et là vous allez construire quelque chose de solide. Mais donc c'est vraiment se concentrer sur le long terme, éviter le B2C, moi je dirais, c'est quand même extrêmement difficile, et puis porter une vision long terme, des valeurs fortes, qui fait que vous allez attirer un écosystème autour de vous qui va vous permettre de passer les étapes et le long chemin qu'est l'entrepreneuriat. Super, 3 conseils en un. Merci beaucoup Guillaume pour ces 3 conseils et puis pour tout le reste. Je te souhaite une très belle continuation, ton nouveau poste de direction d'une ancienne entreprise que tu as créée et je te dis à très vite. Merci beaucoup pour l'accueil. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.